Bonjour Martine, j'espère que vous allez bien et j'aimerais qu'on puisse ensemble faire le point sur l'évolution de votre maladie depuis que nous nous connaissons, depuis 1997. J'aimerais que vous puissiez nous résumer ici les principales étapes de votre maladie, en me disant par exemple comment ça a débuté en 1984. Puis, pourquoi vous n'avez pas consulté jusqu'au jour où vous êtes venu me voir en 1997 et me raconter ce dont vous vous souvenez que je vous avais parlé à l'époque? Bonjour, bonjour Véronique. Oui, effectivement, je ne me rappelais pas que cela faisait si longtemps entre 84 et 97, mais tout simplement parce qu'au diagnostic, on m'avait dit qu'il n'y avait rien à faire, voilà, et que ce n'était pas une maladie grave. Donc, j'ai continué à faire mon petit bout de chemin comme ça, jusqu'à ce que vraiment les premiers symptômes arrivent et m'obligent finalement à aller voir un médecin réadaptateur pour essayer de continuer à travailler normalement. Et puis, je m'inquiétais aussi pour les enfants. Est-ce que vous pouvez me dire en 1984 ce que vous avez ressenti, pourquoi vous avez consulté, qu'est-ce qui a amené à poser le diagnostic? Et ensuite, en 1997, quels étaient les symptômes qui vous ont vraiment gêné? Alors, en 1984, voilà, j'ai voulu me mettre au jogging et évidemment, je suis tombée plusieurs fois et je commençais à ressentir une grosse fatigue dans les mains. Bon, j'étais aide-soignante hein, et c'est un travail extrêmement fatigant. J'étais pourtant très jeune, je venais d'accoucher de mon deuxième enfant. À partir de ce moment-là, je me suis sentie très fatiguée. Donc, on a fait des examens, on a pensé à une sclérose en plaques et puis finalement, je me suis retrouvée avec une CMT, puisque je n'ai pas eu d'examen génétique, mais on m'a prélevé des morceaux de tissu et de nerfs. Et en 97, ce qui m'a obligée finalement à venir vous voir, c'est que je ressentais bien plus de fatigue, bien plus de douleur avec le travail que j'avais de plus en plus de mal à faire. Et puis surtout, la marche n'était plus la même et les chutes étaient plus souvent là. Donc effectivement, Martine, ce que vous nous dites, c'est que vos symptômes décrivent assez bien le mode d'entrée dans la découverte de la maladie CMT, Charcot-Marie-Tooth, qui, je le rappelle, n'a rien à voir avec la maladie de Charcot. Je pense que c'est très important de le dire. Vous en êtes l'exemple, on va dire, vivant. C'est le cas de le dire. C'est que c'est une maladie découverte par les mêmes neurologues, mais ils étaient trois, messieurs Charcot, Marie et tous, et que ce n'a rien à voir avec la maladie de Charcot qui est la SLA. Ceci étant dit, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, donc la CMT, débute généralement de la même façon à peu près pour tout le monde. Alors, elle peut démarrer en général dans la deuxième décennie, aux alentours de 20 ans, on va dire un adulte jeune. Elle peut parfois démarrer dans l'enfance, parfois plus tardivement, puisqu'on verra tout à l'heure qu'il existe de nombreuses formes. Mais ce que vous décrivez, c'est assez typique. C'est la survenue de crampes dans les mollets, dans les pieds, dans les mains. Pour certains, de difficultés à sentir la plante des pieds, la peau ou sentir les mains. Et puis, une faiblesse des mains qui s'aggrave, des chutes, des entorses, une fatigue globale. Et parfois, le médecin, la première fois, ce qu'il constate, ce sont des pieds creux. Ça, c'est quelque chose qui se voit assez rapidement. Donc, tout de suite, on voit que ce n'est pas une fatigue psychique, ce n'est pas quelque chose de subjectif. L'objectivité des pieds creux nous oriente d'emblée sur une pathologie neurologique. Ça, c'est important de le savoir. Du coup, le premier médecin qui vous examine, ce qu'il doit découvrir, c'est une abolition des réflexes ostéotendineux. Ça, c'est le premier signe également qui doit alerter, l'abolition de ces réflexes. Et de ce fait, l'association de chute, faiblesse, pieds creux, mains faibles, fatigabilité, crampes, troubles sensitifs éventuellement, d'une aréflexie ostéotendineuse doit automatiquement, nous médecins, nous faire éliminer plusieurs diagnostics. Une pathologie radiculaire, des atteintes des nerfs, des carences, des intoxications, certaines pathologies, d'autres maladies génétiques, une atteinte de la moelle épinière. En général, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie de l'ordre de la moelle épinière.
Et une fois qu'on pense qu'on a ces symptômes neurologiques, faire pratiquer un électromyogramme. À l'époque, vous avez une biopsie des nerfs, c'est quelque chose qui ne se fait pratiquement plus maintenant. Un électromyogramme qui d'emblée va orienter sur une pathologie nerveuse avec trouble de la conduction, soit au niveau de la gaine de myéline, soit au niveau de l'axone. Schématiquement, donc, notre nerf, c'est un câble électrique avec au centre le câble en cuivre, autour la gaine en plastique. Et bien, on peut avoir soit une atteinte du câble en cuivre, c'est-à-dire l'axone, soit une atteinte de la gaine autour, qui est la gaine de myéline, et ça donne des symptômes différents. Et je pense, Martine, que vous connaissez plusieurs personnes qui ont chacun leurs symptômes différents selon qu'ils ont différentes CMT. Et schématiquement, on a la CMT1 qui est davantage démyélinisante, la CMT2 qui est davantage axonale et la CMTX qui est davantage axonale également, très schématiquement. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une maladie fréquente, plus fréquente qu'on ne le pense, qui s'exprime de façon variable selon ses différents types. Qu'elle n'est pas rare du tout puisqu'elle touche en France entre 30 et 50 000 personnes, une naissance sur 2500 à peu près, et qu'elle concerne 80 gènes différents. En tout cas, pour l'instant, on en a démembré 80 différents avec plus de 1000 mutations, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une hétérogénéité des symptômes, mais qu'ils ont tous cette atteinte précise des pieds et des mains, et d'une faiblesse et d'une fatigabilité. Voilà, ça c'est pour résumer. Donc, quand on a un doute au niveau médical, qu'on ne trouve pas les réflexes, on demande un électromyogramme et s'il confirme l'atteinte neurogène, on adresse au généticien pour porter le diagnostic. Est-ce que vous pouvez me dire, Martine, maintenant, à distance, depuis 1997, quel est votre quotidien? Comment vous vivez déjà? Quelle forme vous avez, si vous souhaitez en parler? Et quel est votre quotidien? Alors, depuis 1997, bon, et forcément, hein, les choses ont beaucoup changé. Je suis passée par, malheureusement, le travail que j'avais qui m'épuisait. Enfin, c'était surtout des douleurs de compensation, hein, puisque je marchais de plus en plus mal et puis des chutes répétées à mon travail. Donc, il était bien évident qu'il arrivait un moment où il a fallu que je m'arrête de travailler. Que je me mette en invalidité. Ça a été depuis 1997, il est bien évident que la maladie a évolué et que malheureusement, il a fallu que j'arrête de travailler parce que bon, j'étais quand même aide-soignante et évidemment, c'est très fatigant, très, très fatigant. Et puis les douleurs étaient là, ça devenait vite insupportable. Donc, je suis arrivée à une quarantaine d'années à devoir m'arrêter de travailler, ce qui a été pour moi bénéfique en tout cas. Et puis, il a fallu que je m'interroge sur cette douleur et sur cette façon de l'aborder pour éviter de prendre des médicaments. Donc, il est évident que le quotidien s'est un peu amélioré dès l'instant où j'ai arrêté de travailler parce que j'ai eu quand même un peu moins de douleur et que j'ai pu prendre le temps de faire finalement de la prévention et de chercher des moyens de me poser. La douleur pouvait être encadrée et que je pouvais la gérer. Ce que j'arrive maintenant d'ailleurs très bien à faire et bien mieux qu'avant. Comme on peut quand même faire des choses, c'était important. Par contre, la fatigue, là, au quotidien, elle reste énorme et là aussi, je suis en train d'apprendre à la gérer avec le pacing, voilà, que j'ai appris avec la fatigue chronique, avec cette association. Et c'est vraiment finalement quelque chose qui peut nous aider aussi à aborder. Ça, c'est extrêmement important. Et mon quotidien a été, voilà, quand même fatigant, puisque je suis très occupée. Alors, merci Martine de votre réponse et je suis admirative parce que je découvre qu'en fait, il y a toute une partie de la maladie que vous avez tellement intégrée que vous n'en parlez pas. Est-ce que je peux quand même me permettre de créer avec une canne, le plus souvent avec quand même des troubles d'équilibre, des difficultés de chaussage? Est-ce que vous pouvez parler de cet aspect-là que vous avez intégré
C'est vrai, vous avez tout à fait raison, mais c'est une galère sans fin de se chausser. Alors oui, je marche avec une canne et j'essaye de ne plus marcher avec la canne pour vous dire, parce que la canne, malheureusement, quand je m'en sers, je me fais très mal au cervical, je m'appuie trop dessus. Moi, j'essaye d'enlever tout ce qui m'embête. Voilà. Par contre, maintenant, j'ai des attelles, je peux mettre des attelles pour marcher dans la forêt, des nouvelles attelles qui s'appellent des externes de co et qui m'ont donné une liberté pour marcher bien plus importante. Sauf que maintenant, quand je n'ai pas les attelles, je me rends compte que j'ai beaucoup de difficultés à marcher parce que voilà, bah, ça fait 2 chutes là en un mois de temps où et voilà, je m'abîme les genoux et la peur de tomber, qui est, c'est vrai que c'est une galère sans fin. Alors, c'est vrai que je veux peut-être pas le montrer parce que je veux pas faire dans le misérabilisme, mais quand même, c'est... et puis, on veut toujours avoir l'air plus fort qu'on ne l'est, mais c'est une galère sans fin de se chausser, de se dire qu'on n'est plus féminine parce qu'on est obligé de mettre des chaussures qui ne sont pas adaptées, de ne pas pouvoir marcher dans le sable parce que sinon, vous vous luxez les doigts de pied sans arrêt. Combien de fois maintenant j'ai mon scotch pour aller à la mer avec très large parce que je me pète les doigts de pied et donc du coup je me les entoure avec du scotch quand ça arrive pour pouvoir continuer à faire les choses. Alors oui, c'est vrai, je suis CMTX hein, pour le dire, donc je ne l'avais pas dit, mais c'est vrai que tous les jours, vraiment au quotidien, c'est usant de vivre avec cette maladie qui fait qu'elle est quasiment invisible quand on me regarde. Mais sauf que maintenant, quand même, quand je marche, ça se voit. Mais c'est vrai que si je ne bouge pas, si je vais à une caisse de Carrefour, par exemple, enfin d'un magasin, je ne vais jamais montrer ma carte parce que déjà, je pense que je vais avoir honte, mais qu'en plus, la peur du regard des gens. Et ça, elle n'est pas facile. Merci Martine pour ce témoignage vraiment prégnant et émouvant. Je vais me permettre de le nuancer un petit peu pour les gens qui nous écoutent, pour expliquer que selon les formes, les CMT1, les CMT2, les CMTX et d'autres, les 3, les 4, etc., chacun peut avoir des symptômes différents. Pour beaucoup, ils ont des pieds creux, ils ont des entorses, mais ils ne vont pas jusqu'au diagnostic. Finalement, ils sont peu gênés. Et ils ont surtout une fatigue et un manque de force, mais qu'ils ne savent pas expliquer. Leurs enfants ont les mêmes symptômes et maintenant, on voit beaucoup de parents venir pour leurs enfants et découvrir qu'ils ont eux-mêmes une forme modérée de la maladie. Bien sûr, les formes plus visibles ou plus gênantes, on les diagnostique davantage. Et donc, c'est intéressant de savoir aussi qu'il peut y avoir plusieurs formes pour ne pas négliger ceux qui auraient moins de symptômes que les vôtres, mais qui ont finalement une gêne dans leur vie quotidienne que l'on peut aider. Alors, ça me permet d'aborder un petit peu la question des traitements et de la prévention. Quand on parle de prévention, je pense qu'il est important de parler de la prévention des désordres orthopédiques, notamment au niveau des pieds. Vous parlez du problème de chaussage et schématiquement, le gros problème de chaussage, ce sont les pieds creux, les déformations des pieds, les hyperappuis sur les têtes des métas ou des pieds en varus, rarement en valgus chez l'enfant, mais surtout en varus équin avec une rétraction du tendon d'Achille. Donc, vraiment des difficultés à se chausser. Et donc, il y a plusieurs aspects. La prévention chez l'enfant, il faut savoir que maintenant, par exemple, le port d'attelle de nuit que l'on met bien à angle droit pour étirer le tendon d'Achille, étirer le triceps, étirer l'aponévrose plantaire est quelque chose de très important. Et que ça, il ne faut absolument pas le négliger. Donc, ne pas négliger et dire on verra plus tard. Ne pas hésiter à taper les réflexes ostéotendineux chez un enfant pour qui on a des doutes. Et s'ils sont abolis, faire une étude génétique ou un électromyogramme. Si malheureusement les attelles n'ont pas permis d'éviter les rétractions, il faut savoir qu'il y a une part importante qui est traitable chirurgicalement. Attention avec des chirurgiens spécialisés, notamment il y a une équipe entre autres à Paris spécialisés, mais dans toutes les régions, les centres de référence des maladies neuromusculaires sont là pour orienter au mieux. Que pour les enfants, il faut savoir adapter éventuellement l'école en leur donnant un ordinateur si l'écriture à la main est trop fatigante, puisque les pieds sont gênants à la marche, mais les mains sont gênants vraiment dans la motricité du quotidien.
Pour les adultes, vous l'avez bien dit, adapter soit le poste de travail quand c'est possible, soit changer de travail avec toutes les démarches sociales autour qu'il ne faut pas négliger. Faire un dossier MDPH si la maladie démarre avant 60 ans, faire une demande de reconnaissance travailleurs handicapés ou de diverses aides techniques pour les enfants à l'école. Tout ce qui est conseil génétique fait aussi partie, on va dire, de la prise en charge thérapeutique préventive. Et puis, il y a aussi toute la partie rééducation, kinésithérapie, balnéothérapie, étirement, renforcement musculaire, lutter contre la désadaptation à l'effort et l'essoufflement avec tous des programmes de réentraînement à l'effort. Tout ce qui est travail proprioceptif, notamment pour les personnes qui ont une forme avec atteinte axonale, où ils vont avoir d'importants troubles d'équilibre. On peut faire beaucoup de choses et que contrairement à ce qu'on vous a dit en 1984, il ne s'agit pas de ne rien faire. Au contraire, il s'agit d'éviter le surhandicap. Même dans une même famille, si on prend un enfant qui ne suit pas peut-être ce qu'il faut faire, eh bien, obligatoirement, on va bien voir que plus tard, ça va être un petit peu plus gênant et plus grave pour lui que celui qui s'est pris en charge depuis le début et qui a fait tout ce qu'il fallait. Donc, c'est vrai que c'est un message qu'on doit faire passer, qui est vraiment très important, c'est qu'il faut vraiment se prendre en charge quand on est CMT dès le départ, même si franchement ce n'est pas facile. Mais en tout cas, merci parce que vous avez bien résumé tout. Et pour les enfants, Angel, lui a déjà été opéré à l'âge de 3 ans des tendons. Et puis maintenant, eh ben, il a ces fameuses attelles de nuit. Voilà, ma foi, il est habitué maintenant à les mettre et tout. Mais ça n'empêche, il va arriver à un âge difficile de l'adolescence où là, ça va être un petit peu plus compliqué pour la prise en charge puisque les parents ont un petit peu plus de mal, je pense, à leur expliquer. Et je crois qu'il y a un passage comme ça où les enfants ont un petit peu plus de mal à se prendre en charge. Et là, il faut que les parents soient patients pour ça. Mais c'est vrai que vraiment, il y a... Alors, ce qui est très gênant quand même, c'est qu'on ne puisse pas détecter les enfants s'ils sont asymptomatiques. Hein. La loi de bioéthique nous en empêche. Et moi, enfin, personnellement, hein, je pense que ça gêne quand même la prise en charge de certains enfants parce que malheureusement, on n'a pas toujours des bons médecins comme vous. Hein. Il y en a quelquefois qui veulent rien entendre et il n'y en a pas beaucoup qui connaissent non plus la maladie. Donc là aussi, c'est un vrai problème parce que ça se dit encore, il n'y a rien à faire. Et ils entendent même, certains patients, non, c'est même plus la peine qu'on se revoie, il n'y a rien à faire. Mais c'est une horreur d'entendre ça encore, voilà, quand on en est à 2.0 en matière de recherche et tout ça. On ne devrait plus l'entendre, ce genre de choses. Voilà. Donc, merci en tout cas d'avoir bien résumé tout ça. Et c'est vrai que pour les enfants, il y a encore du travail à faire. Et puis surtout, il faut vraiment demander aux parents d'être vigilants, de bien regarder comment marchent leurs enfants et surtout de ne pas laisser passer le temps parce que le professeur de Normandie nous disait, qui est un chirurgien assez connu maintenant, ça y est, il a pris sa retraite, mais il dit on voit arriver des enfants à 7 ans qui sont dans un état qu'on ne peut plus opérer. Donc, vraiment, il faut que les parents aillent voir les médecins et puis insistent pour faire détecter leurs enfants. Tout à fait, Martine. Je suis d'accord avec vous que le dépistage est important. Alors maintenant, quand on a dit ça, pour finir de façon très rapide, les espoirs, parce que ce n'est pas le tout de parler des difficultés, il y a aussi des espoirs thérapeutiques, de la recherche autour de la thérapie génique. Pour l'instant, ce que j'ai lu, c'était beaucoup chez les souris. Mais voilà, il y a vraiment de la recherche en thérapie génique sur un traitement sur traiter le nerf lui-même en injectant de l'ARN messager au niveau des gaines, du nerf lui-même. Et puis, un essai peut-être à plus court terme, assez prometteur de ce qu'on appelle pléothérapie, c'est-à-dire un médicament fait de 3 médicaments qui existent déjà actuellement, le baclofène, le naltrexone et le sorbitol, donc rien de bien nouveau, sauf qu'associés entre eux à certaines posologies, ils semblent permettre d'éviter certains symptômes et donc une étude de grande ampleur de phase 3, si je ne m'abuse, est en cours. Ça, ce sont vraiment les espoirs.
Et puis, ce que l'on peut dire aussi, c'est que pour en savoir plus, puisque malheureusement, nous allons devoir nous arrêter là, il y a un magnifique PNDS qui vient de sortir, édité par l'HAS, donc un plan national de diagnostic et de soins, qui est parfait avec un résumé pour les médecins généralistes ou tout médecin qui veut en savoir plus, qui n'a pas le temps de tout lire. Mais sinon, c'est un document assez didactique, assez précis, avec soit de la génétique, mais voilà, si on n'est pas généticien, on peut se permettre d'aller d'emblée sur le diagnostic rapide et la prise en charge. Ne pas oublier des troubles qui étaient peut-être méconnus avant et qui sont mieux décrits dans le PNDS, les troubles vésico-sphinctériens, puisque finalement, ça fait partie des choses qu'on doit dépister et qui peuvent gêner la vie quotidienne. Des scolioses chez l'enfant selon certaines formes, notamment les formes axonales. Dépister une scoliose et rechercher des pieds creux en lien, ça c'est la base. Ne pas parler de scoliose idiopathique, toujours vérifier le bilan neurologique sous-jacent. Parfois des dysplasies de hanche, parfois des atteintes pulmonaires, notamment diaphragmatiques, ou des syndromes d'apnée du sommeil, une surdité qui n'est pas fréquemment décrite et que personnellement j'ai découvert en lisant le PNDS. Et puis le syndrome des jambes sans repos, qui est aussi fréquemment décrit. Donc inversement, quand on a dans son cabinet quelqu'un avec un syndrome des jambes sans repos, ne pas hésiter aussi à vérifier le bilan neurologique. Et puis moi, j'avais envie de passer un dernier message pour les médecins qui nous écoutent, que vous pourrez compléter, Martine, si vous le souhaitez. C'est pied creux, main fille, faiblesse, pensez à taper les réflexes ostéotendineux et si besoin, envoyer au neurologue. Voilà. Est-ce que vous souhaitez compléter et avoir le mot de la fin, Martine ? Merci, merci beaucoup. C'est vrai pour la surdité et la preuve, c'est que malheureusement, voilà, je suis malheureusement atteinte aussi. Et il y a ça aussi, j'ai un appareil maintenant. Voilà, c'est un petit peu pénible parce que c'est plein de petites choses et les fausses routes aussi, voilà, qu'il y a vraiment beaucoup. Et le PNDS est magnifique, c'est un magnifique travail de 3 ans auquel nous avons participé avec CMT France, donc on en est très fiers et voilà, c'est vraiment très bien. Et puis moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est à tous les médecins qui vont nous regarder, tous les médecins traitants, puisque je suis la présidente de CMT France, qu'ils n'hésitent pas à venir vers nous. On leur donnera de la documentation, on les aidera de toutes les manières voilà, qu'on peut, de toute façon, puisqu'on est quand même un petit peu spécialiste de la maladie. Et puis, et même si on est très souriant, n'oubliez pas que ce n'est pas une maladie si simple que ça à vivre. Et quand elle est multipliée par plusieurs personnes dans une même famille, là, c'est vraiment, vraiment lourd à porter. Le sac à dos est un petit peu lourd. Voilà, en tout cas, merci Véronique, merci de nous avoir aidés à faire ce petit reportage en duo. Merci à vous, Martine. Top. Merci de votre témoignage.